On a terminé les orateurs des groupes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, parce que finalement, il y a eu peu de questions, peut-être à la question déposée par Madame l'oratrice du groupe MoDem. Je n'ai pas de doute que les maires indépendantistes ou à majorité indépendantistes en Nouvelle-Calédonie soient des républicains et des démocrates. Quand la loi est votée par les représentants qui l'appliquent, ils l'ont déjà fait d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait pour le 3e référendum, où les indépendantistes ne voulaient pas participer, boycotter, mais les maires indépendantistes ont ouvert les bureaux de vote et ont évidemment été au rendez-vous de leurs règles. Je rappelle d'ailleurs que les maires sont des agents de l'État quand ils procèdent aux élections. Ils ne sont pas d'ailleurs, n'agissent pas en tant qu'élus. Quand bien même, imaginons qu'il y ait un boycott pour ces listes électorales, le haut-commissaire peut tout à fait désigner une délégation spéciale pour organiser ce qui relève de la compétence du maire, évidemment qui est d'ailleurs soumis à des poursuites, puisque l'état civil, vous savez, c'est l'autorité judiciaire qui la surveille, des poursuites s'ils ne faisaient pas ce que demandaient leurs obligations de leur tâche. Donc il n'y a pas de difficulté, si ce n'est que voilà, quelqu'un se substituerait au maire, bien sûr. Peut-être après trois séries de réflexions très rapides, Monsieur le Président. Pour Monsieur Castor, je trouve que l'argument est un peu spécieux. Parce qu'en vous réécoutant, Monsieur Castor, vous dites habiter 10 ans ou 15 ans sur un territoire ne veut pas dire qu'on en épouse l'avenir et qu'on doit y participer à la vie politique. Bon, c'est étonnant parce que là, on parle bien des élections locales, des provinciales, des élections locales. Vous êtes dans un groupe politique qui défend le droit de vote des étrangers aux élections municipales. Donc, si je vous suis bien, un étranger qui est là depuis 2-3 ans dans la ville de Tourcoing ou de Paris pourrait voter aux élections locales, même s'il n'a pas vocation à rester éternellement. Mais alors, un citoyen calédonien français, puisqu'il est français, on parle bien sur sa terre, ne pourrait pas voter aux élections locales. Je pense que là, vraiment, votre argument, il est vraiment pas bon, quoi. C'est l'idéologie qui parle dans votre bouche. Et c'est dommage, parce que c'est très contraire à l'intérêt, finalement, de pouvoir faire qu'il y a eu... Voilà, on décide ensemble de la vie locale, surtout quand on est citoyen de ce pays. Donc je pense que voilà, l'histoire retiendra que vous proposez donc aux étrangers sur le sol national de voter aux élections locales, mais pas aux Français de voter sur leur propre élection locale. On parle bien des élections provinciales, c'est une élection locale. Bon, donc c'est un argument très spécieux et très spécial. Non, il n'est pas du tout réversible, puisque là je parle de citoyens français. Madame Regol, je parle de citoyens français. Monsieur Castor refuse à des citoyens français de voter sur le sol français à des élections locales, alors qu'il propose dans son parti que des élections étrangers, que des citoyens étrangers puissent voter à des élections locales en France. Je dis juste que... Je dis juste que c'est particulier. Voilà, moi, je suis pour que les nationaux puissent voter à toutes les élections, et je suis opposé personnellement à ce que les étrangers votent aux élections locales, mais je me mettais à la place du raisonnement du groupe politique que défend M. Castor. Bon. Quant à la proportion, puisque vous avez cité des proportions de personnes autochtones, bon, enfin, moi, je ne suis pas essentialiste. Je ne considère pas que c'est une question de couleur de peau, d'origine ethnique qui doit nous permettre d'accéder ou pas au droit de vote, surtout aux élections locales, parce que là, encore une fois, on ne parle pas de la liste référendaire. Je trouve que voilà, je pense que M. Gomy a très bien dit, et j'en remercie, le fait qu'évidemment, il y a beaucoup de Kanaks aussi qui votent contre l'indépendance, et qu'il y a aussi des Caldoches ou des Blancs, pour faire très vite, ou des Européens qui votent pour l'indépendance. Donc, deuxièmement, M. Akoiva, je vous ai beaucoup entendu, vous dites qu'il faut, sur ces questions institutionnelles, qu'on ait un consensus général. Alors c'est bizarre parce que ce n'est pas l'argument que vous avez utilisé lors du débat institutionnel sur la Corse, puisque les représentants nationalistes dont vous êtes, arrêtez pas de m'expliquer qu'il y avait un fait politique majoritaire et qui devait l'emporter. Mais il y a eu un fait politique majoritaire. En Nouvelle-Calédonie, 3 référendums qui ont dit non à l'indépendance et qui ont poussé évidemment les Calédoniens à rester français. Plus l'envoi de 2 députés à l'Assemblée nationale qui sont de la majorité... on peut dire que vous n'êtes pas indépendantiste, ni vous-même, M. Mesdorf, je crois, ni M. Dunoyer. Donc je pense qu'il faut... Pourquoi la Nouvelle-Calédonie n'aurait finalement pas ce que la Corse a, et avec, je crois, beaucoup d'entrain de la part du gouvernement, vous l'avez reconnu vous-même. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de consensus absolu, d'ailleurs, M. Simeoni le disait, nous sommes rangés à son analyse, comme la vôtre. Ça ne peut pas être une minorité qui est minoritaire politiquement qui impose une évolution institutionnelle. Donc vous demandez à la Nouvelle-Calédonie ce que vous ne souhaitez pas pour la Corse. On aurait peut-être dû avoir cette discussion, avoir une discussion sur la Corse, parce que du coup, vous auriez dû vous mettre d'accord avec une partie non négligeable de l'opinion publique en Corse et bien sûr des représentants politiques élus à l'Assemblée de Corse. Donc je pense que si l'argument n'est pas très juste, n'est pas très bon. Et vous-même, que vous disiez, comme Mme Regol,
qu'il faut prendre du temps, beaucoup de temps. Mais alors d'abord, du temps, on en prend, il n'y a aucun problème, on est prêt à en prendre beaucoup. Mais alors, vous ne répondez pas à la grande question. C'est pas le gouvernement qui presse, sauf qu'il y a des élections. Vous ne précisez pas, ni vous-même, M. Acquaviva, ni vous-même, Mme Regol, qu'est-ce qu'on fait si les gens ne sont pas d'accord? À partir de quand on repousse ces élections? Est-ce qu'un jour, les Calédoniens peuvent voter aux élections locales? Et si on ne les repousse pas parce qu'on donne du temps à l'accord, sur quelle base électorale on convoque les électeurs? Puisque vous ne répondez pas à la question, comme M. Delaporte, puisque la base électorale actuelle, le Conseil d'État lui-même nous dit qu'on ne peut pas convoquer les électeurs dessus. Comme il n'y a pas de consensus au bout de 3 ans de discussion sur un accord, excusez-moi, vous évoquez UVA, c'est un peu excessif, permettez-moi de le dire. Les 10 ans, c'est effectivement la proposition des indépendantistes, et ils ont signé ce protocole d'accord que je vous ai fait parvenir d'ailleurs lors du groupe de contact pour dire qu'ils étaient d'accord pour discuter des 10 ans plus les natifs. Voilà, mais je pense que M. Delaporte, d'ailleurs, on ne l'a pas répété, donc du coup, il a eu ce document qui a été signé par M. Rocamitan et M. Tutu-Goro. C'est leur proposition, les 10 ans, et les natifs, c'est leur proposition. Donc ça n'a rien à voir avec UVA, où il y a eu des morts, et je pense que ces propos étaient excessifs, et objectivement, ce n'était pas l'esprit dans lequel le gouvernement, je crois, et le débat se déroule. Vous ne répondez pas à la grande question. Que feriez-vous si vous étiez à notre place? Est-ce que vous organisez des élections que vous savez illégales? Ou est-ce que vous reportez ad vitam, ça pourrait être prolonger les mandats ad vitam des élus provinciaux et des élus du Congrès, en attendant, bon, évidemment, un jour, ce sera impossible, mais j'aimerais bien connaître la solution, parce que là, on est dans le Rubik's Cube assez impossible à résoudre. Donc, alors peut-être que c'est l'apanage de l'opposition de dire que le gouvernement ne fait pas bien sans apporter de solution à des questions concrètes. Je t'entends, mais dans ces cas-là, effectivement, il faut bien se dire que la responsabilité qui est la mienne, puisque je suis en responsabilité, c'est d'essayer de trouver la voie du consensus et d'essayer de trouver la voie du compromis. Mais pour faire un compromis et un consensus, il faut être au moins 2 autour de la table. Et je crois que le rapporteur a justement rappelé tous les efforts, y compris contre ses propres amis électoraux, tout cet effort qu'a fait le gouvernement, qu'a fait le président de la République. La mission indépendante, et j'en terminerai par là, ou impartiale, bon, je ne sais pas, M. Gosselin, ce que c'est qu'une mission impartiale, parce que si vous évoquez la mission du président du Sénat, moi, j'y ai vraiment aucun inconvénient, parce que le président du Sénat, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de l'Assemblée s'intéresse à ce dossier, il joue un acteur, mais M. le président du Sénat dit lui-même qu'il était pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Donc je ne sais pas très bien ce que vous appelez une mission impartiale. Mais s'il faut que quelqu'un d'autre ou d'autres personnes puissent apporter leur pierre à l'édifice calédonienne, je n'y vois absolument aucun problème et j'y suis tout à fait favorable. Il me semble que l'État joue ce rôle impartial d'organisation, puisqu'il est celui qui a permis, quelles que soient les majorités, me semble-t-il, à se réunir autour de l'État. Mais s'il faut quelqu'un d'autre le soit, ça ne pose aucun problème au gouvernement, puisque le but, en effet, c'est la paix publique, le retour de la démocratie et bien sûr le fait que la Nouvelle-Calédonie retrouve un développement économique et social qui soit conforme à l'intérêt général, bien sûr, de la Nouvelle-Calédonie et de la France. Et enfin, monsieur le rapporteur. Merci.